Charles Guerre, qui est un grand spécialiste de l'or français, hein, a répertorié toutes les lois pour empêcher les Français d'acheter de l'or. Incroyable! Mais il n'y a pas que la France qui a des difficultés. Le Japon, alors le Japon, vous dites que c'est les geishas des États-Unis, on l'a déjà évoqué tout à l'heure, mais il y a le truc. C'est le prostitué, le Japon. Bah attendez, la Banque du Japon, on l'a vu récemment, on l'a vu cette semaine, enfin la semaine dernière, pardon. La Fed a arrêté sa planche à billets. Hein? Elle a arrêté sa planche à billets. Qu'est-ce qui s'est passé le lendemain? Tout d'un coup, la Banque du Japon se met à faire ça, je ne sais plus combien, 30e, 40e planche à billets. Depuis, là où il y a du yen, il n'y a pas de plaisir, c'est bien connu. Hein, voilà. Non, mais les Japonais, le coût de la vie a augmenté de 40%. Eux aussi, ils sont dans un Weimar en ce moment, les Japonais. Personne n'en parle, c'est extraordinaire. Moi, j'ai des lecteurs de la revue de presse qui sont au Japon, ils me racontent les hausses des prix, etc. Mais c'est du délire total. C'est du délire. C'est du délire. Quand ce n'est pas les États-Unis, c'est la Banque du Japon. Et quand ce n'est pas la Banque du Japon, c'est la Banque d'Angleterre. Et dernier ressort, quand c'est pas la Banque d'Angleterre, alors il y en a deux qui agissent derrière les rideaux, la Banque d'Israël et la Banque d'Australie, la Banque centrale d'Australie. Et la BCS y est mise un peu récemment aussi à faire des QE. Là, ça date d'il y a quelques jours, effectivement, le gouverneur de la Banque centrale d'Allemagne a donné son feu vert pour que la Banque centrale européenne fasse de la planche à billets, donc ils vont tous s'y mettre. Là, génial, ça va être un Weimar planétaire. Ça va être un Weimar planétaire. Non mais attendez, précisons bien quelque chose, hein, parce que ça je l'avais chroniqué dans la revue de presse. J'ai dit, à un moment donné, il y a 2 ans, je ne sais plus, tiens, le gouverneur de la Banque centrale d'Israël a démissionné tout à coup. Genre le mec, il est bien dans son poste, puis tout d'un coup, tiens, j'enlève ma veste, je le pose, ça y est, le mec, je me casse, je prends ma retraite. Quand même, c'est bizarre. 6 mois plus tard ou 1 an plus tard, quelle surprise! Monsieur, l'ancien, je crois que c'est Fischer, Monsieur Fischer est nommé numéro 2 de la Fed américaine. C'est merveilleux. J'aime beaucoup cette collusion Banque centrale d'Israël et Fédérale Réserve. C'est pas Bernanke aussi qui vient de la Banque centrale israélienne? Je ne sais pas, non, là c'est Fischer qui vient de là. Lui était gouverneur de la Banque centrale d'Israël. Hein, donc il est numéro 2 derrière Madame Yellen, qui était à Paris la semaine dernière. Et c'est le numéro 2. Monsieur, non mais expliquez-moi comment on peut passer d'un pays à un autre. Non mais surtout, comment les Américains, qui sont tellement imbus du fait d'être américains, nomment tout à coup enfin je sais pas, bon moi ça prouve bien que c'est une arnaque planétaire, mais bien sûr, de la même façon que l'un ancien de Goldman Sachs a été nommé au Canada, a été nommé gouverneur de la Banque centrale d'Angleterre. C'est du jamais vu, c'est la première fois dans l'histoire que ce n'est pas un Anglais qui est nommé à la tête de la Banque centrale, de la Old Lady. On pourrait dire que la BCE aussi, c'est un ancien de... Ah, c'est un ancien de Goldman Sachs. Non, mais on sait que Goldman Sachs a pris le pouvoir. Et il n'y avait qu'une seule personne qui empêchait la Goldman Sachs de prendre le total pouvoir, c'était Brett Masters, qui était JP Morgan. Ouais. Et je vous avais... je l'ai dit un an à l'avance qu'ils allaient la dégommer, que Goldman Sachs est en train de tout faire pour la dégommer. Et d'ailleurs, ils lui ont racheté son bébé. Voilà, c'est Mercuria, vous retrouverez ça il y a 1 an à peu près. On voit bien les escroqueries, comment la Fed a essayé d'escroquer tous les autres gouverneurs des banques centrales en leur refilant des lingots qui n'étaient même pas à 24 carats. Mais c'est du délire. Mais c'est invraisemblable. On est dans le petit truandage de quartier, quoi. C'est ça que... Enfin, c'est même les lingots qui donnent, sont pas en or. Mais c'est un truandage à l'échelle planétaire. Mais pour empêcher... Est-ce que vous réalisez que tous les pays du monde... Enfin, la grande majorité des pays, je pense notamment aux pays africains, ils ont tous des mines. Ce sont des pays qui pourraient avoir une monnaie saine, une économie saine. Aujourd'hui, si on était encore sur un standard or, évidemment, les Américains sont en train de voler toute l'Afrique. Il n'y a pas que la France qui sont en train de voler, ils sont en train de voler le monde entier, en particulier les pays du tiers-monde. N'oubliez pas George Bush, l'ancien président, le père. Rappelez-vous, il était en poste, il était chef de station de la CIA en Afrique. Il avait même adopté l'enfant de, je crois que c'est Mobutu.
Mobutu a été le seul président africain à être reçu à la Maison Blanche. C'est pas innocent. Le père Bush, en tant que chef de station de la CIA, a fait un travail absolument remarquable en Afrique. Hein. C'est lui qui il a été le premier à empêcher Foccart et tout son réseau africain d'agir impunément dans toute l'Afrique. Ce qui s'est passé à Chypre, c'est-à-dire quand on a saisi une partie de l'épargne des Chypriotes, une grande partie. C'est quelque chose que demain ils vont ça se passera en France, bien sûr. À toute l'Europe. Mais bien sûr. Mais qu'est-ce que vous croyez? Pourquoi vous croyez qu'ils ont fait ça à Chypre? D'abord parce qu'ils ont testé la réaction du peuple. Moi, j'y étais à Chypre. J'étais un des rares journalistes français à y être. Non, mais ils ont pas réagi. J'ai vu une petite manif. Ils étaient une cinquantaine avec des drapeaux. Je les ai suivis. Les Chypriotes se sont fait braquer l'intégralité de leur économie. J'ai discuté avec des chefs d'entreprise chypriotes, tout leur argent a disparu. Non mais il faut quand même se rendre compte, tout ce qu'ils avaient mis de côté, même tout a été pris. Et n'oubliez jamais ça. N'oubliez jamais ça. Ça a été fait surtout, pourquoi Chypre? Pourquoi pas la Grèce ou pourquoi pas l'Autriche par exemple, ou le Portugal, ou l'Espagne ou l'Italie? Parce que Chypre abritait beaucoup d'argent russe. Alors on nous dit, oui, comme j'ai vu un crétin de BFM Echo là, qui disait oui, Chypre n'est pas dans l'Europe. Mais non, bien sûr, comme dit Delamarche, c'est des sauvages. C'est une tribu amazonienne de réducteurs de dettes. J'ai entendu ça arriver là-bas, mais ça arrivera jamais. Non, mais bien sûr. Non, mais il dit surtout, n'oubliez pas, c'était fait pour voler de l'argent des oligarques russes, entre autres. Et que là, ils ont voté une loi pour permettre de voler les propriétés immobilières des Chypriotes. Comme ils ont voté, c'est le cas de le dire, ils ont voté une loi en Grèce, à Athènes, pour accélérer la saisie immobilière des gens qui ne peuvent pas payer leurs impôts locatifs. C'est-à-dire c'est simple, vous êtes propriétaire de votre studio, 2 pièces ou petite maison, d'habitude vous payez 1 000 € par an d'impôts locaux, et puis ou immobilier, puis d'un seul coup on vous le met à 3 000. Vous pouvez pas payer, monsieur, tiens, vous pouvez pas payer, on vous la prend. Voilà, c'est la technique, c'est ce qu'ils vont faire. Donc vous dites c'est ce qu'ils vont faire, c'est ce qui se passe déjà en France. Vous avez vu à quel point les impôts ont augmenté dans tous les sens? C'est ce qu'ils font, il y a plein de gens qui ne peuvent pas payer, ils vont être saisis là. Et vous dites, mi-février 2014, Reuters a révélé que les experts de la Banque Centrale Européenne ont commencé à travailler sur des plans pour saisir toute l'épargne de 500 millions d'Européens. Oui, oui, c'est Reuters, ça. Et c'est Reuters qui dit ça, quoi. Mais vous ne l'avez vu nulle part. Bah non, c'est pour ça que j'étais très étonné. Vous ne l'avez pas vu à la une du Figaro, de la Tribune, des Échos, de la une de l'ouverture du journal de TF1, du 20h de France 2. Vous l'avez pas vu, ça. Non. Pourquoi? Parce que c'est important que les Français ne comprennent rien à l'économie, c'est volontaire. Tous ces cours d'économie bidons, c'est fait pour les embrouiller, pour embrouiller le monde entier. Parce que quand une monnaie repose sur l'or, tout le monde sait compter. Là, c'est comme par hasard. Là, c'est pas besoin d'économie, là. Pas besoin d'économistes. Du jour au lendemain, plus un distributeur ne va fonctionner. Les banques seront fermées. Votre monnaie ne vaudra rien. Votre argent ne vaudra rien. Seul, et comme en 1940, exactement quand les Allemands sont arrivés, parce qu'à l'époque aussi, la presse expliquait aux Français la valeureuse armée française, les Allemands vont se fracasser sur la ligne Maginot, etc. Et du jour au lendemain, ils ont contourné, ils n'ont pas pensé à ça, ils ont contourné. Du jour au lendemain, en l'espace d'une heure, plus personne n'a accepté les billets de banque de la Banque de France. Plus personne. Tous ceux qui ont fui Paris n'ont pu fuir principalement qu'avec des pièces d'or et des pièces d'argent. Ne l'oubliez jamais. Donc ça veut dire qu'on va vers une révolution dans tous les pays. Vous dites quand même, certains pays s'en sortiront mieux, le tiers-monde et les ex-pays du bloc soviétique. Bah oui. Pourquoi? Ils ont l'habitude, si vous voulez, du fascisme, et de vivre avec rien. C'est tout. C'est tout. Ils sont entraînés, voilà. Ils sont entraînés. Bah oui. C'est malheureux à dire, mais oui, c'est vrai. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui c'est un tableau très, très noir que vous nous dressez, enfin que dresse Saint-Jean et que vous reprenez. Qu'est-ce qu'il n'y a pas des solutions quand même pour pouvoir s'en sortir? Qu'est-ce que vous pensez? Aujourd'hui, non, attendez, je vous arrête tout de suite là. Aujourd'hui, il n'y a pas de solution. Par exemple, on voit qu'il y a des choses quand même qui se Non mais attendez, aujourd'hui, ce soir, on revient du jour au lendemain au Standard Or. Donc il y a quand même. Mais il y a un déséquilibre. Alors. Non mais attendez, il y a un déséquilibre. Les Américains émettent de la planche à billets depuis 1971. Je vous rappelle que la France, elle, surtout en ce moment, paye avec du solide. Paye avec les murs. Avec nos hôtels particuliers, nos châteaux. Les Grecs payent avec leurs plages.
hein, etc., etc. Et eux nous achètent avec la planche à billets, donc il y a un déséquilibre. Moi je dis simplement, pour qu'il y ait une chance de s'en sortir, on arrête tout, à un moment donné, on arrête. Hein. On dit aux Américains, votre dette, vous la prenez, vous la mettez où je pense, hein, parce que c'est du PQ, hein, par définition, hein, c'est de la planche à billets, bah oui. Hein, donc, et on remet les compteurs à zéro. Et vous reprenez tout ce que BlackRock, tout ce que les banques américaines ont acheté, par exemple 10% de TF1 par JP Morgan, etc., c'est fini, ils sont éjectés. Mais ça, c'est impossible aujourd'hui, vous pensez bien. C'est impossible. Donc, la révolution, cette révolution monétaire se fera malheureusement dans la douleur. Donc hein. ça passera par le sang. Ça passera par le sang, absolument. Ça passera par le sang. Il y a quand même des pays qui essayent d'agir en ce moment. On voit quand même que la Chine, par exemple, et la Russie se rapprochent. Il y a un nouveau marché de l'or qui est créé, je crois, à Shanghai ou quelque chose comme ça. Attendez, ce que vous venez de dire, ça va dans mon sens en fait. Je vous rappelle. Ça va accélérer la chute du dollar. Attendez, bah évidemment, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Mais le Canada hier a signé un accord d'échange yuan les Canadiennes. Mais ça veut dire que certains pays vont pouvoir s'en sortir justement en remettant l'or au milieu du jeu, comme non. D'abord, il il faut une remise à zéro. C'est impossible. Aujourd'hui, le dollar américain est la monnaie de référence absolue. Hein, je vous le rappelle. Vous ne pouvez pas contourner ça. Hein, voilà. Donc ça passera forcément par un effondrement. Bah, on espère qu'on va quand même pouvoir... Mais c'est un effondrement, vous le vivez déjà, cet effondrement. Vous le vivez déjà. Le problème, c'est que vous le vivez au ralenti. Hein, et que les gens, vous voyez bien toutes les hausses d'augmenter, toutes ces impôts, les mecs ils veulent même taxer les petites annonces du Bon Coin, sous prétexte que ça relève 323 millions en TVA à l'État français. Donc ils veulent taxer les petites annonces, ils en sont arrivés là, les députés français, ces ordures, hein, qui sont censés défendre les Français. Hein, et tout ce qu'ils savent faire, c'est inventer des nouvelles taxes. Voyez où on en est aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on fait alors? Ah ben, là c'est simple, on attend l'effondrement. Mais j'avais envie de vous parler de quelque chose qu'on peut appeler une révolution démocratique, qui s'est passée en Islande il y a peu. Alors l'Islande, c'est un tout petit pays, une île, qui fait à peu près 320 000 habitants, dans lequel il y avait 3 sources de revenus principales, le macro, le tourisme et les banques. Suite à la crise de 2008, le système bancaire s'est effondré, une grosse banque a fait tout simplement faillite, et l'Islande se retrouvait avec une dette de 3,5 milliards d'euros, à peu près, envers principalement des citoyens britanniques et des citoyens des Pays-Bas. Alors, sans vous refaire l'histoire, à 96% la population a décidé de ne pas se mettre cette dette sur le dos, qui représentait à peu près 100 € par mois et par habitant pendant X temps. Donc ils ont décidé de refuser ça. Ça a été déjà une petite révolution qui a posé des vrais problèmes dans les institutions du pays. Mais c'est pas ça la notice importante. Ce qui est vraiment important, c'est ce qui s'est passé le 27 novembre dernier. Le 27 novembre dernier, l'Islande s'est dotée d'une assemblée constituante de 27 citoyens pour écrire la constitution idéale. Il y a 27 citoyens qui, depuis un mois, et jusqu'à l'été à peu près, doivent pondre la meilleure constitution possible qui soit. Je ne sais pas si vous imaginez, mais ça, c'est véritablement une révolution. C'est quelque chose, comme dit Michel Sidbon dans son article que je vous mettrai en bas, en lien, le monde entier devrait retenir son souffle pour savoir ce qui va se passer. Imaginez en France, qui est aussi dans une crise sans précédent, une crise politique, bref, plus personne n'a confiance dans notre président ni nos institutions. Imaginez ça, on prend des citoyens ordinaires pour leur faire écrire la constitution idéale. Qu'est-ce qui pourrait sortir de ça? À mon avis, quelque chose de formidable et d'au moins aussi bon que ce que sont capables de nous pondre nos énarques qui pensent tous de la même manière et qui surtout vivent complètement à côté de la société, n'ont aucune idée de ce que vivent les gens dans la vraie vie. Bon bref, je trouve ça formidable et étonnant que personne n'en parle. En 2008, année de la crise financière, l'Islande fait faillite. Les Islandais renversent leur gouvernement et veulent poser les fondations d'un nouveau système social à travers une nouvelle constitution. Mais cette fois-ci, pour le peuple, par le peuple et sans la classe politique.
plus de 500 Islandais se portent candidats au nouveau Conseil constitutionnel qui comportera 25 membres. Birgitta Jónsdóttir s'est battue pour cela, ainsi que pour le projet de constitution participative, bien qu'elle siège elle-même au Parlement. La constitution doit être l'œuvre de tous. Nous devons entretenir le débat. À mon avis, chaque génération devrait avoir droit au chapitre sur sa propre constitution, avec la possibilité de l'amender. Mot-clé, la justice intergénérationnelle. Un concept essentiel dans l'ébauche de constitution qui, avec l'aide du crowdsourcing, favorise l'éclosion d'idées révolutionnaires. Par exemple, l'idée que la nature, comme l'homme, a des droits et qu'on doit cesser de la surexploiter. Les ressources naturelles doivent appartenir au peuple et non pas à l'État, ni aux grandes entreprises ou aux citoyens les plus riches. Ce sont des points importants sur lesquels il faut légiférer avant qu'il ne soit trop tard. L'Islande était tout sauf transparente. Elle était corrompue. C'était comme une petite mafia. À l'avenir, nous serons ouverts, transparents et honnêtes. Adieu les structures qui ont plongé l'Islande dans la crise. Vive la démocratie par le bas. Alors en un mot, le gouvernement mondial, est-ce que c'est vraiment réaliste? Est-ce qu'il verra le jour? Et qu'est-ce que vous mettez dedans? Vous savez, quand on regarde l'histoire humaine, on s'aperçoit qu'à partir du XIIe siècle apparaissent des corporations par métier, qui ensuite se structurent et forment un État. C'est exactement ce qui est en train de se passer à l'échelle mondiale. Le gouvernement mondial, il existe dans certains métiers. Vous avez un organe qui définit avec une très grande précision à l'échelle mondiale les conditions de la sécurité aérienne, par exemple. Un gouvernement mondial de l'aviation. Vous avez, plus anecdotiquement, un gouvernement mondial du football. Les règles du football sont définies par une instance unique. Vous avez un gouvernement mondial qui ne marche pas très bien, des banques centrales qui définissent les règles de comportement des banques à la BRI. Vous en avez une bonne trentaine comme ça dans le secteur. Vous en avez il sur faudrait Internet. tout unifier et sur les sujets les plus compliqués. Voilà. Donc il ne faut pas dire que c'est impossible, ça existe déjà. Internet, il y a un gouvernement mondial d'Internet qui est d'ailleurs très lié aux États-Unis, mais il y a des gouvernements totalement autoproclamés souvent, qui ne sont absolument pas démocratiques, mais progressivement la nécessité d'une intégration de la gouvernance ou du gouvernement de la planète est en train de se mettre en marche. De mal avec cette planète où il y a presque 6 milliards d'habitants, encore un petit peu moins, d'imaginer qu'il y a un référendum mondial. Alors, beaucoup de gens pensent qu'une gouvernance mondiale, c'est toujours une sorte de conspiration de la finance cachée. Comme évidemment, il faut que s'il y a une gouvernance mondiale, elle soit vraiment démocratique. Et sinon, elle va exister de façon imposée, parce qu'elle existera, bien sûr. Il y en aura une, mais elle pourra être imposée. Et le doute grandira si les Français ont le sentiment qu'on leur cache quelque chose. Delicious kisses.
straight from Rockefeller himself. This is what they want to accomplish. Aaron, what do you think women's liberation is about? We, the Rockefellers, funded that. We funded women's thing. They do whatever they want to do. What we want doesn't matter anymore. It's their agenda, it's their plans that matter. They have all the money they want. They can make all the money they want. They have a machine that can make all the money. It's not about money. It's about control. It's about their vision of how they want. Excuse me, sir. Forgot your receipt. Checkout lines. Who needs them? Have a nice day. You know, when you lose your free will and someone else becomes your agent, it does feel a bit strange. Okay, so relax. No, hit it again. Okay. Oh, perfect. Let's do it again. All right, so now... Au sens de Solzhenitsyn, ce qui m'a expliqué à Tambov. On marchait tous les deux et il me dit vous les Européens, vous êtes au bord du gouffre, vous allez tomber dans un gouffre profond, vous vivez une éclipse de l'intelligence, vous êtes à l'état ultime d'épuisement spirituel, vous avez la maladie du vide. Et je lui dis mais alors c'est désespéré? Il me dit non, parce qu'un jour des petites lucioles sortiront de la grande catacombe portées par des dissidents. Vous savez, en Union soviétique, il y a eu les premiers dissidents qui sont allés en prison. Ils avaient le samizdat sous la pèlerine, m'a dit. Ça sera pareil chez vous. Et là, je me suis dit, je vais écrire un samizdat. Et quand il y a eu cette phrase, les dissidents sont à l'est, ils vont passer à l'ouest. Je me suis dit, mais c'est quoi les dissidents? Je lui ai dit, c'est comment un dissident? Il m'a dit, un dissident, c'est quelqu'un qui est réfractaire, indépendant d'esprit, libre, qui a du discernement et qui ne cède pas à la médiacaste, et en même temps, qui est capable de franchir le périmètre sanitaire, à ses risques et périls, c'est-à-dire d'aller en prison. C'est-à-dire, on peut envisager une situation dans laquelle non seulement on aura créé des petites sociétés parallèles, des écoles parallèles, des cultures parallèles, Jean Raspail appellerait ça des isolats de résistance, à partir du principe qu'une société se sauve non pas par des mises en garde, mais par des réalisations qu'on accroche à contrepente. Mais plus que ça, un jour, peut-être, il faudra passer à l'étape suivante, l'objection de conscience, je paye pas mes impôts parce que j'ai pas envie de payer de ma vie la mort des autres. Voilà, etc. Et donc, c'est ça, entrer en résistance. Mes chers compatriotes, vive la République et vive la France. Jour de gloire, contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant. Soutient son brave vengeur, liberté et père déchiré. Combat avec des défenseurs.